Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui est la deuxième partie du deuxième jour de cours avec Michael Yapko. On avait terminé le chapitre précédent avec l'hypnose guérit-elle les gens? La réponse est non, l'hypnose en elle-même ne guérit pas. C'est ce qui se passe pendant l'hypnose, des associations nouvelles et bénéfiques que le client forme, qui a le potentiel d'être thérapeutique. Et vous verrez qu'un des points clés, c'est de faire en sorte, soit au niveau de notre suggestion, soit pour ceux qui sont plus dans de l'hypnose directe, dans l'interaction que vous avez avec votre partenaire, de le rendre actif et en recherche de ce qui convient le mieux et ce qui va lui permettre de faire sien les suggestions et le travail qui est mis en place avec le thérapeute. Une autre question... donc, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'hypnose guérit le problème X? Et la question essentielle est plutôt, si l'on applique l'approche thérapeutique Y sans hypnose, et si on applique l'approche thérapeutique Y avec l'hypnose, l'ajout de l'hypnose au processus est-il susceptible d'améliorer les résultats du traitement de manière significative? Les faits suggèrent fortement que la réponse est oui. Et c'est pour cette raison qu'on voit de plus en plus dans plein de disciplines des notions hypnotiques. La visualisation, la création mentale, les notions de relâchement pour aller dans un état. Et comme on a pu le voir avec la définition sur la vidéo précédente, c'est vraiment cette notion de je suis focalisé, j'ai mon attention qui est sur quelque chose et je suis en train de construire, développer, faire moi l'ensemble du processus, l'ensemble de la séance, l'ensemble des suggestions. Et la notion hypnotique, on le sait, qu'elle soit ritualisée ou pas, apporte un bénéfice. Le modèle général d'hypnose sur lequel vous travaillez détermine votre approche. Donc on sait qu'il y a les modèles traditionnels, standardisés ou utilisationnels, plutôt ericksoniens. Donc d'ailleurs il définit un petit peu ce que c'est l'utilisationnel. Il s'agit d'utiliser les caractéristiques du client et les contextes comme cadre pour offrir des suggestions plus individualisées. En gros, les centres d'intérêt, les valeurs, l'historique du client, les attentes, les réponses, les stimulos environnementaux. La deuxième partie, suggestion, orientation et réponse. Alors, l'hypnose amplifie et désamplifie les éléments spécifiques de l'expérience. Il génère des associations et des dissociations. La question clinique essentielle sont les suivantes. Sur quoi voulons-nous que le client se concentre et pourquoi? Donc on est réellement sur ce que vous connaissez tous et que vous avez appris en hypnose, en PNL et certainement dans les disciplines associées, c'est déterminer un objectif. Soyez clair dans l'objectif. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait cette focalisation. Parce qu'on veut que pendant ce laps de temps, l'esprit du partenaire en transe puisse avoir cet objectif, cette idée. Et vous savez, ces principes monoïdéiques qu'on utilise beaucoup en hypnose. Mes travaux récents ont porté sur un type de cécité d'inattention liée au style cognitif. L'expérience du gorille invisible est probablement connue de la plupart d'entre vous. En se concentrant sur un seul élément d'une expérience, on peut trop facilement passer à côté des autres. L'expérience de l'hypnose, on s'en fiche, c'est pas forcément intéressant. Les différents types de suggestions. Ah oui, ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que la plupart du temps, je suis plutôt à dire, quand on vient aux bases, il y a deux choses à souvenir, on va dire trois. Le principe de transe, donc le niveau auquel on amène notre partenaire pour son niveau de suggestibilité optimum, qui, pour moi, est le niveau somnambulique. Et la deuxième chose, la suggestion. Le troisième serait le recadrage. Donc ma suggestion souvent est recadrée parce que j'ai une interaction avec mon partenaire. Et là j'aime bien ce qu'il dit. Il dit le pouvoir n'est pas dans la suggestion elle-même. Et donc c'est un des points clés de l'hypnose. On a un système de suggestion, mais c'est pas forcément là-dedans qu'il y a le pouvoir. Alors on pourrait se dire c'est dans la transe, mais n'oubliez pas, lui la transe il la considère pas forcément. Il dit c'est la notion d'attention. Donc, le pouvoir réside plutôt dans la capacité du client à actualiser la suggestion. Et là, on a tout le processus qui est important. Cette notion d'actualiser la suggestion. La suggestion n'est pas quelque chose d'absolu, donné par une entité, qui est le praticien à ce moment-là, et que l'autre accepte.
Et d'ailleurs, ceux qui vous vendent la suggestion magique, le truc qui fonctionne absolument, c'est faux. C'est pour ça qu'il y a dans l'hypnose indirecte cette volonté d'être non spécifique, pour que potentiellement, quand il n'y a pas de dialogue avec le partenaire et que c'est juste une idée, la personne puisse en faire sienne et la modifier, l'entendre comme il a envie, la percevoir comme il le désire. Ainsi, une réponse significative ou thérapeutique implique le produit interactionnel de nombreux facteurs, et pas seulement la pertinence de la suggestion ou la qualité de la transmission. Et on revient à, ce n'est pas votre timbre de voix, votre façon de le dire, ou la suggestion que vous allez dire qui va tout changer. Ça va être un ensemble d'éléments, et comment ces suggestions vont être acquises, réappropriées par le partenaire. Donc, différents types de suggestions, positives, négatives, direct, indirect, processus contenu, post-hypnotique. Donc là, il parle un petit peu de la différence entre le direct et l'indirect, ça nous intéresse peu. Là, j'aime bien, il nous fait une différence entre ce qu'il appelle suggestion de contenu et suggestion de processus. Je vous invite toujours à avoir des suggestions de processus, mais voilà comment il l'explique. Les suggestions de contenu fournissent des détails spécifiques. Les suggestions de processus évitent soigneusement l'utilisation de détails. La différence essentielle réside dans le fait d'imposer à quelqu'un ce qu'il doit faire et de susciter en lui sa propre expérience. Alors, là, en fonction des problématiques des personnes, et si on reprend les personnes qui sont un peu déprimées et autres, oui, bien sûr, la personne doit acquérir par elle-même l'expérience et les suggestions. Mais à certains points, certaines personnes, dans certains moments de leur vie, ont besoin, notamment avec des personnalités, par exemple des références externes, d'avoir quelque chose qui est orienté. Et dans ce cas-là, ce qui est dit, si bien sûr le rapport transférentiel, si plein de choses se passent, est correct, ça va permettre au partenaire de se restructurer suffisamment. Alors quand je dis restructurer, c'est retrouver suffisamment d'énergie pour, après, aller dans cette notion de c'est le jeu, le moi, la personne, l'identité de la personne qui va pouvoir à nouveau réagir et décider. Mais il y a des moments, les personnes sont tellement dans un état down qu'ils ne sont même pas capables d'aller dans cette notion de se dire oui, imagine quelque chose qui te fait du bien. La personne sait pas, tu lui dis bon, tu vas à la mer, tu imagines que la mer elle est hyper calme aujourd'hui, la personne va préférer. Donc bien sûr, il est mieux de faire du processus, mais il y a des moments, pour certaines problématiques, le contenu est bien plus important, intéressant. Bon, après, il nous parle des différentes zones de confort, on s'en fout. Il nous parle des styles, permissifs, autoritaires. Donc, bien sûr, il y a les techniques imposantes, ce que je vous disais il y a quelques instants, ou sinon, les techniques qui permettent de susciter des réponses. On a eu un petit exercice là. Potentiel inhérent à l'application de l'hypnose, ça ce n'est pas forcément intéressant. La mise en pratique, donc pendant l'hypnose, les gens peuvent ressentir des changements marqués, physiologie, ralentissement de la respiration, perception sensorielle, température, poids, distance, cognition, pensée plus claire ou plus lente, affect plus heureux, plus triste, etc. Comportement, auto-assistance, nouveaux comportements proactifs, orientation temporelle, passé, présent, futur, autodéfinition, plus de pouvoir, plus compétent, etc., etc. Chaque fois que vous faites de l'hypnose, il y a une raison. Donc c'est pour ça qu'on détermine un objectif. Un objectif que vous avez en tête, et il y a une structure pour atteindre cet objectif. D'accord ? C'est classique, normal, bon, tout ça vous le connaissez si vous faites déjà de l'hypnose. Si vous êtes néophyte, pensez bien que quand vous prenez une séance d'hypnose, ayez un objectif clair en tête, même si avec votre praticien, vous allez retravailler cet objectif-là. Bon, après il nous parle un petit peu de comment se passe une session, c'est pas intéressant pour nous. La dissociation comme fondement. Pour changer l'expérience, la transformer de manière ou d'une autre, il faut un certain degré de détachement. Les différentes modalités utilisent le langage différent pour décrire cette qualité de détachement, etc. L'hypnose étudie ce phénomène depuis ses débuts et le nomme dissociation. Souvenez-vous, pour ceux qui avaient suivi l'article où je parlais de se mettre en méta, là, donc la métacognition, traitement de, thérapie
MCT, métacognition, MTC, je sais plus comment ils appellent ça, MCT. Donc métacognition thérapie, c'est vraiment cette idée à travailler au max avec cette dissociation, cette capacité à regarder ses pensées, regarder comment on pense, penser, etc., pour commencer à modifier des éléments, et les feedbacks sur les dépressifs notamment sont plutôt positifs. Donc c'est intéressant que l'hypnose, bien sûr, par la dissociation, le permet déjà quasiment à chaque session. Après, c'est comment, bien sûr, ça va être orienté par le praticien en fonction de l'objectif et en fonction de la stratégie qu'il exploite. Considérer les rôles de détachement dans différentes thérapies, détacher de la douleur, de l'émotion pour être plus rationnel, du passé, des peurs, des déclencheurs situationnels, des souhaits idéalistes ou de la critique intérieure. Bon, après, il nous parle un petit peu d'induction. Bon, après, il nous parle d'amorçage, c'est pas forcément les éléments plus intéressants. Et enfin, il arrive sur le traitement de la douleur. Je trouve que c'est intéressant de le mettre dans le rapport à la dépression, parce que pensez bien qu'il y a des personnes qui ont des douleurs chroniques ou des douleurs tellement importantes depuis des années que ça joue sur le moral. Et on sait que la fatigue entraîne une difficulté de focalisation, une difficulté d'énormément de choses, et peut être vraiment destructif pour des personnes et rentrer dans des phases de déprime, voire de dépression. Donc l'hypnose a cette capacité-là à permettre une gestion de la douleur et donc permettre à des personnes de voir des portes de sortie et reprendre un état d'esprit qui est beaucoup plus positif et structurant pour eux. Bon, après, il parle de tous les phénomènes non volontaires qui nous montrent que les suggestions à ce moment-là fonctionnent plutôt bien, que la transe est plutôt ok. Donc, il nous parle d'hypnoanalgésie, hypnoanesthésie. Ce qui est intéressant, c'est il dit est-ce que l'hypnose c'est réellement quelque chose de fonctionnel, et il dit mais il y a plein d'interventions chirurgicales majeures qui ont été faites sous hypnose et que ça posait pas de problème. Et, Ernest Stilgard, donc qui est un grand de l'hypnose, l'a fait d'ailleurs, il montrait une vidéo à Stanford à l'époque. La douleur est un phénomène subjectif et peut être considéré qu'en fonction de l'expérience de la personne. La douleur est une expérience privée, interne. Le langage utilisé par la personne pour décrire ses douleurs est donc crucial pour tenter de comprendre. Passer de la vision statique à une vision dynamique du symptôme. Il s'agit plutôt d'un processus dynamique et il se produit généralement dans des séquences qui commencent par un déclencheur ou un initiateur et se poursuit ensuite de manière linéaire, bien que à multiples niveaux indépendants, par une série de perceptions, etc. Cible de changement sensoriel, la vue, l'odeur, le goût, le toucher, l'audition. Proprioception, où se trouvent les parties du corps et ce qu'elles font. Nociception, sensation de douleur. Thermoception, détection de la température. Chronoception, perception du temps. Interception, besoin interne, tels que la faim, la soif. On a vu des petites vidéos. Oui, ça c'est intéressant. Peut-on utiliser les schémas et les principes de l'hypnose sans l'appeler hypnose? Bien sûr, la pleine conscience appliquée dans le contexte clinique en est un parfait exemple. Et comme je vous le disais, en TCC aujourd'hui, il y a quasiment toute la 3e ou 4e génération qui utilise la visualisation et en gros des processus hypnotiques pour améliorer. Ils ont même beaucoup bossé le mindfulness. À savoir qu'IAPCO travaille beaucoup sur mindfulness et hypnose, parce que comme il dit, c'est un bon moyen de faire passer l'hypnose sans que les gens rentrent dans tous les fantasmes, et en plus il y a vraiment une image très positive du mindfulness. Et aux États-Unis, vu qu'en plus il y a de plus en plus de blocages au niveau de l'hypnose, de par plein de raisons, utiliser des concepts de méditation et de mindfulness sont des choses positives. Et vous remarquerez que beaucoup de psychothérapies utilisent, avec des noms complètement différents, mais ce principe de mindfulness. D'hypnose, c'est les deux pareils pour moi. Éléments communs à pleine conscience et hypnose. L'hypnose et la mindfulness sont des processus expérientiels dont ils partagent des structures similaires. La suggestion et la dissociation, c'est tous les deux des grands potentiels pour rediriger l'attention et répandre l'attention dans une direction positive. D'ailleurs, il a écrit un bouquin que j'ai pas encore lu, Mindfulness and Hypnosis, je crois qu'il est assez récent.
Voilà, en raison. Alors, et après, il finit par des éléments sur la télésanté. Tout le travail qui est intéressant à faire maintenant, à travers des vidéoconférences, au travers du travail qu'on peut proposer. Et avec des études qui prouvent que la vidéoconférence a systématiquement produit des effets de traitement qui étaient largement équivalents à ceux des interventions fournies en personne pour 280 résultats individuels et 4336 clients. Point fort, la présence physique auprès d'un client ne semble pas essentielle pour obtenir des résultats thérapeutiques. Il existe peu de différences significatives dans les résultats d'intervention ou des évaluations entre les accouchements à distance et les accouchements en personne. Pas mal le coup de l'accouchement. Voilà, considération pour les trucs en ligne. Voilà, bon, après, c'était les dernières choses. L'hypnose est un cadeau qui ne s'arrête jamais. Voilà, belle conclusion. Donc, en souhaitant que ce partage de Yapko ait pu vous donner des infos intéressantes, a pu peut-être vous apprendre de nouvelles choses, et pour les néophytes, avoir une vision peut-être avant de prendre un rendez-vous chez un hypno ou étudier un peu plus l'hypnose. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quel qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, conclure, et be one, ciao.